qu'ils allaient rentrer au pays. Ces immigrés ont fini par faire des enfants et sont restés. Ces enfants sont nés français. Ça vient transformer la composition sociale de la société française. Et la grande mutation sociologique, c'est que les enfants de ces migrants, nés français, eh bien, sortent de l'invisibilité par leur comportement, par leur manière de s'habiller, par leur manière de se comporter. Je vous rappelle comment un grand sociologue, Abdelmalek Sayad, trop peu étudié, trop peu connu, décrivait la figure du bon immigré pour la classe dominante. Un bon immigré, nous disait-il, pour la classe dominante, c'est premièrement un individu invisible, qui rase les murs, qui ne se sent pas chez lui, et qui donc a des postures et des comportements d'invisibilité. Secondo, nous dit-il, un bon immigré pour la classe dominante, c'est un immigré apolitique, qui ne se mêle pas des débats de la société française. Troisièmement, c'est une personne qui a intériorisé l'idée qu'il fallait être poli parce qu'il ne se sent pas chez lui. Et donc qui ne va pas, qui dans la revendication de ses droits, et d'une pudeur et d'une dimension de politesse, tous ceux qui ont leurs parents, enfin qui sont enfants d'immigrés ici, savent comment les parents pouvaient à la fois être revendicatifs, mais aussi dans une extrême prudence sur comment dénoncer les choses, etc. Les enfants n'ont pas cet héritage-là. Les enfants considèrent qu'ils sont chez eux. Et par conséquent, ils vont être visibles. Je crois qu'on ne peut pas comprendre un certain nombre de comportements des jeunes de nos quartiers populaires si on ne prend pas en compte cette dimension-là. Je n'ai pas honte d'être arabe, je n'ai pas à me cacher, donc il y a une visibilité plus forte. Secondo, ils ont des postures politiques, ils entrent dans les débats de la société française. Et troisièmement, ils ne disent pas merci à tous les coins pour juste revendiquer leurs droits, ça ressemble à être justement des droits. Ces trois caractéristiques-là changent la visibilité de cette population. Et si je le dis, c'est parce que c'est à la fois un pas en avant, un pas énorme en avant, et d'ailleurs, un certain nombre de débats ont commencé à être posés depuis que cette génération, ces nouvelles générations ont visibilisé la question. Donc on a maintenant, dans toutes les organisations politiques et syndicales, le débat qui est posé. Il est loin d'être tranché, mais ces débats-là sont posés. Alors qu'ils n'étaient pas posés dans le passé. Dans le passé, il y avait de la négation, une posture de cécité par rapport à ça. Les débats sont posés, souvent de manière houleuse, souvent avec des militants à l'intérieur qui s'affrontent, etc. Donc c'est loin d'être gagné, mais les débats sont posés. C'est important d'avoir en tête que c'est un pas en avant. Mais ce pas en avant, il produit quoi? Eh bien, il va produire cette réelle victoire. Donc, c'est une réelle victoire de l'antiracisme politique. L'antiracisme politique, je vous rappelle, c'est le nom qu'ont choisi un certain nombre de mouvements et associations des quartiers populaires pour se distinguer justement de l'antiracisme moral. L'antiracisme moral recherche les racistes individuels. Donc, on va dire un tel, il est raciste individuellement. L'antiracisme politique explique l'existence de racistes individuels par l'existence d'un système social et politique qui produit ces racistes individuels. L'antiracisme moral va privilégier des campagnes sur la tolérance, sur le vivre ensemble, ce type de mots abstraits, etc. L'antiracisme politique va interroger les politiques d'État, les procédures d'embauche, les critères discriminatoires, c'est-à-dire des choses objectives qui produisent une inégalité de traitement. Et donc, on a une réelle victoire de l'antiracisme politique qui a posé des débats et qui a imposé des débats. Mais ça ne se fait pas tout seul. Ça provoque en réaction un retour du bâton extrêmement violent. Autrement dit, la réaction de tous ceux qui veulent mettre un terme à ces débats est d'une violence particulièrement importante. Et donc nous sommes en présence d'une injonction idéologique, politique, médiatique, d'une injonction de retourner à l'invisibilité. Je donnerai un certain nombre d'exemples tout à l'heure. On ne peut pas comprendre les délires sur le communautarisme dans cette société.
les délires sur le foulard dans cette société, les délires contre des expressions comme racisme d'État, ou comme vous n'avez pas le droit de dire que la police est raciste. Tous ces débats tabous, tous ces débats interdits, médiatiquement, politiquement, idéologiquement, sont en fait le retour de bâton, la volonté de remettre dans le droit chemin ces sauvageons, pour reprendre le terme de Chevènement, ces racailles, pour reprendre le terme de Sarkozy, qui ont osé sortir de cette place de l'invisible, de la politique et du poli. Et donc on a un retour de bâton, et ce retour de bâton, eh bien, il est d'une violence particulièrement importante. Troisième élément du contexte à prendre en compte, les nouveaux arrivants, les fameux réfugiés. Quand même, nous sommes dans une période qui est, quand on prend un peu de recul, d'une irrationalité pure. D'une irrationalité pure. Dans quelques années, les historiens écriront « On ne comprend pas ce qui s'est passé ». Quelques dizaines de réfugiés sur des bateaux qui arrivent, et ça provoque des débats européens pour savoir si la France peut en accueillir 10, 15, 20. Et on nous parle de crise migratoire, et on nous parle d'afflux, d'appels d'air, etc. On est sur quelque chose dans lequel il y a un décalage entre les chiffres objectifs et l'ampleur du débat tel qu'il est posé, débat angoissant, qui ne peut qu'alimenter encore la droitisation de la société française. En réalité, il n'y a pas de crise migratoire. Il n'y en a aucune. Il n'y a même pas d'augmentation structurelle du nombre d'arrivées. Il y a des pics, mais des pics qu'on peut dater, et que quand on regarde les courbes des pics d'arrivée, ce sont des pics liés aux guerres et aux déstabilisations des pays dans lesquels les pays occidentaux sont impliqués. La déstructuration de la Libye entraîne la situation que nous vivons aujourd'hui. Et auparavant, il y avait la Syrie, et auparavant, etc. Si vous regardez de très près, il n'y a pas d'augmentation. En réalité, les politiques néocoloniales des pays occidentaux provoquent une misère effroyable dans les pays d'Afrique, mais les Africains sont comme tous les êtres humains. Leur première revendication, moi qui suis un syndicaliste, c'est vivre et travailler au pays. Et quand ils sont contraints de partir, ils essaient de partir le plus proche possible. Ça n'est qu'une extrême minorité qui arrive jusqu'ici. Et c'est quand on ne peut pas faire autrement qu'on décide de risquer sa vie. Et la Méditerranée, à cause de ces pics, est en train de devenir un cimetière. Et nous sommes devant un spectacle misérable de réfugiés qui errent en Méditerranée avant de trouver un port d'attache, et l'histoire retiendra cela. Si je parle de cela, c'est que ça vient créer deux effets. Un premier effet, qui est d'augmenter la dose d'angoisse dans nos sociétés. Cette peur de l'invasion, qui est produite artificiellement, après a des effets sur tous ceux dont le visage, le nom, le prénom peuvent rappeler une origine étrangère. Secondo, ça va provoquer également une légitimation des théories de l'extrême droite sur la grande invasion, le grand remplacement, etc. Et donc nous sommes dans cette période-là, qui est une période dans laquelle tout est en jeu, à la fois des facteurs de progression et à la fois des facteurs de régression. J'ai l'habitude de résumer je résume dans mes ouvrages ce que j'appelle les trois âges de la société française, avec l'esclavage comme capitalisme de jeunesse, la colonisation et la néocolonisation comme capitalisme de maturité, et aujourd'hui, la France-Afrique, la balkanisation, comme capitalisme sénile. Et donc, toute l'histoire de la société française est imbibée de ces dimensions-là. Et je vous demande de garder en tête, si vous avez la volonté que notre société sorte des débats actuels, qu'on ne fait pas ça impunément. Pour que cela soit possible, nous apprend Frantz Fanon, il ne faut pas seulement user de la force n'est pas suffisante. Il faut aussi que le peuple français ait été formaté idéologiquement
pour ne pas trouver scandaleux qu'on aille esclavagiser et coloniser. Autrement dit, ces dimensions-là ont fait, cette histoire-là a fait des dégâts sur les peuples colonisés, mais a fait des dégâts au sein du peuple français par la diffusion d'images de l'indigène, du noir, de l'arabe, du musulman, qui ont irrigué la société française. Alors, pour ceux qui ne sont pas convaincus, je pourrais revenir dans le débat pour vous donner les multiples exemples de cette campagne idéologique, les livres scolaires. Jusqu'aux années 70, on avait encore des livres scolaires qui montraient une certaine image du noir, de l'arabe, du musulman, etc. Regardez comment est enseigné, y compris l'esclavage, encore aujourd'hui. On nous apprend l'abolition de l'esclavage, comme si on pouvait abolir quelque chose qui n'existait pas. On n'apprend pas à nos enfants la création de l'esclavage. Pour que ça soit aboli, encore faut-il l'avoir instauré. La décolonisation, dans beaucoup de vos enfants ont appris la décolonisation au travers de pays qui sont des pays lointains. On nous parle de la décolonisation du Vietnam. C'est très bien, il faut parler du Vietnam. Mais ce n'est pas le Vietnam qui hante la cité française, c'est l'Algérie. Et si on doit apprendre la décolonisation, c'est bien en partant de l'Algérie, parce que c'est là que les images ont été forgées. C'est là que l'héritage a été produit. Et c'est là que les représentations sociales qui empêchent Jean-Pierre de voir Mohamed comme son frère de classe, comme celui qui est dans une communauté de destin et d'intérêt, eh bien c'est ces images-là qui nous empêchent de voir. Et tant qu'on n'aura pas en tête cela, eh bien nous n'aurons pas d'action pour décoloniser les esprits, nous n'aurons pas d'action pour déconstruire ces images, parce que bien entendu, il ne s'agit pas d'une malédiction, et l'être humain peut agir là-dessus, à condition qu'il s'affronte à la question. Second aspect de l'histoire qu'on invisibilise, les 30 Glorieuses. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a eu une vraie volonté de faire repartir ses parents immigrés, je voudrais juste donner un fait. Au début des années 70, c'est un historien qui l'a mis en évidence il y a 2 ans, en redécouvrant le plan des documents avec l'ouverture des archives. Giscard d'Estaing élabore un plan pour l'expulsion, tenez-vous bien, de 500 000 Algériens en 5 ans, dans lequel les enfants nés français étaient prévus comme devant être expulsés. Ce plan n'a jamais été mis en œuvre, mais on a fait travailler des fonctionnaires, on a élaboré un plan, l'idée c'était 100 000 par an, c'est-à-dire une déportation de masse. C'était à l'ordre du jour d'un État contemporain qui a étudié les possibilités de le faire. Ça ne s'est pas fait, pourquoi? L'État algérien a menacé de la rupture des relations économiques, et en particulier avec les hydrocarbures algériens d'Algérie, c'était une nécessité. Secondo, on a eu au sein même des partis de droite, des gens qui ont dit mais il y a les enfants quand même, ils sont français, il faut arrêter, on ne peut pas aller jusque-là. Je vous signale cela pour vous indiquer que si vous pensez qu'on est protégé parce qu'il y a une habitude démocratique ou des acquis, etc., non. Le changement du rapport de force peut faire revenir des projets qui sont rien d'autre que des projets de déportation de masse. Alors l'histoire des 30 Glorieuses, c'est quoi? Je voudrais vous citer quelques citations, parce que nous héritons de cette période-là.